Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, arrêtez vos micros et vos appareils Younes et Selma. Tout le monde arrête micro et caméra. Samar, s'il te plaît. Caméra et micro arrêtés. Si Younes, ça c'est. Caméra, s'il te plaît. Ma Bien. caméra? Non, il est là, ماشي انت. Ah, d'accord. انا واحد يونس l'autre يقصر. Younes. Bonjour tout le monde. J'ai un grand plaisir aujourd'hui au nom du ICF Maroc à accueillir notre cher Younes Bellatif. Et donc, c'est notre 4e webinaire pendant cette période de confinement. Nous sommes dans un contexte de déconfinement, apparemment prolongé encore de quelques jours. Et effectivement, un environnement, une situation particulière, vécue par tout le monde, mais particulièrement par les coachs. Et on a jugé utile de s'introduire un peu dans l'après-confinement ou l'après-déconfinement, comment va être le monde et comment vont reprendre les coachs. C'est l'objectif de ce 4e webinaire et j'ai le plaisir de remercier vivement Younes Bellatif de l'avoir accepté notre invitation. Younes Bellatif, vous le connaissez, créateur de la première école de coaching au Maroc, beaucoup de projets pour démarrer le coaching au Maroc, président fondateur de Maroc Coaching, ex-Maroc Coaching actuellement ICF Maroc, un homme de calibre intellectuel élevé, de générosité intarissable, conférencier, chercheur, écrivain. Il nous avait fait l'avantage de nous présenter son livre sur le leadership l'année dernière, en 2019. Donc, il est de retour encore à ICF. Bienvenue, Younes. Younes. Le webinaire est présenté de manière combinée avec SIES. Je suis particulièrement, moi, touché quand j'entends le mot SIES, parce que moi, je fais partie du SIES dans les années 2008-2010 et particulièrement grâce à Younes qui m'a accepté dans le 8e Prat. Voilà, après une interview, je me rappelle, assez longue au téléphone. Et c'était pour moi un plaisir de faire la navette Rabat-Casa pour être avec mes pairs pendant 3 années successives, Prat, Pro et autre chose. Le CIES, je l'ai dans mon cœur, Selma, donc c'est à toi de dire un mot au nom du CIES. Merci Mustapha, bonjour tout le monde, bonjour Younes, encore une fois, merci de répondre présent chaque fois qu'on te sollicite pour une intervention et de nous fournir cette chance d'avoir des brillantes interventions qui sont très éclairantes pour nous. Bonjour le CIES Club, très heureuse de vous avoir aujourd'hui avec nous dans cette manifestation en partenariat ICF-CIES Club. Cette année 2020, on n'a rien fait encore pour les raisons évidentes que vous connaissez. Et il nous a semblé opportun d'aborder une thématique qui turlupine, on va dire, tout le monde en ce moment, tous les coachs du moins, dans ce contexte particulier et qui dans un avenir qui nous apparaît, on va dire, pas très clair, pour être gentil avec ce qui se passe. Et donc, il nous semble que c'est le moment de regarder ou d'aller un petit peu interroger ce qui pourrait éventuellement se passer pour nous dans l'avenir, comment aborder, comment regarder. Voilà. Et je te remercie encore une fois, Younes, et je te donne la parole. Voilà. Bien.
Juste peut-être un pouce de ta part à toi, Selma et Mustafa, pour vérifier si vous m'entendez. Oui, très Oui, bien pour très moi. bien. Parfait, ça Très bien. marche. Impec. Donc ça veut dire que les autres pareil. Écoutez, d'abord, je suis ravi de me connecter à vous, me reconnecter, de vivre cette expérience, une première, j'ai cru comprendre, en tout cas pour moi avec vous, puisque vu les contraintes extérieures de la distanciation sociale, eh bien, nous nous sommes tous mis au digital. Et donc, c'est une première. Ça ne remplace bien évidemment pas le contact plus direct, mais au moins ça nous permet de rester avec ce lien-là et de partager. Et quand en effet, Selma et Mustafa m'ont proposé de faire une intervention, bien évidemment, j'ai dit oui par mon histoire avec l'ICF et en même temps par rapport au CS Club. Et au-delà de ces deux entités-là, c'est aussi partager avec une communauté à laquelle j'appartiens et à laquelle nous appartenons tous. Donc merci pour cela. En tout cas, ICF Maroc en tant que chapter et charter. Chapter maintenant, bravo en tout cas à toute l'équipe. Pour ça, bravo Mustafa et toute l'équipe pour cette reconnaissance, parce que c'est une reconnaissance après 15 ans d'existence maintenant presque, je crois, de l'ICF au Maroc. Qui est aujourd'hui composé de plus d'une communauté de 600 personnes, 600 coachs, depuis près de 25 ans. Et puis un clin d'œil, puisque les 25 ans d'ICF correspondent aux 25 ans de ma pratique de ce métier-là. Donc j'ai trouvé que c'était un clin d'œil sympa, en tout cas cette synchronicité-là. Alors, pour la thématique, quand Selma et Mustafa m'ont proposé d'intervenir, j'ai réfléchi et puis je me suis dit que c'était intéressant de partager avec vous quelques constats, partager avec vous quelques interrogations, partager avec vous des remontées d'informations, partager avec vous des pratiques de cette période très particulière et surtout partager avec vous beaucoup d'incertitudes et de questionnements personnels et professionnels. Et puis, aujourd'hui, avec ces 2 mois prolongés de confinement, plus ce qui s'est passé, l'idée c'était de pouvoir mettre ça en perspective ensemble pendant 1 heure, mettre ça en perspective et voir dans cette perspective globale comment nous, en tant que communauté, nous pouvons contribuer. Quand j'ai utilisé le mot rôle, je me suis dit ça fait un peu trop ambitieux, trop arrogant presque, mais plutôt contribuer à quelque chose qui nous dépasse tous. Et d'où l'idée de partager avec vous 2 dimensions. Et ces dimensions-là, je souhaitais partager en 2 temps, si vous voulez bien, un temps peut-être une vingtaine, 20-25 minutes de présentation, quelques éléments, et puis après, peut-être quelque chose de plus interactif dans un 2e temps. Et puis je compte sur Selma et Mustafa pour me faire des indications de temps au cas où je m'égarerai dans certains loopings. Hein, donc n'hésitez pas à me faire signe. Alors, les 2 dimensions que je souhaitais partager avec vous, c'est la dimension contextuelle et la dimension de notre rôle. La dimension contextuelle est une dimension Black Swan. Black Swan, c'est ce signe noir, le concept du signe noir dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, dans ce concept-là, dans ce monde BS, donc Black Swan, comment nous, dans nos métiers, dans nos fonctionnements, dans notre déontologie, dans nos postures, dans nos interventions, quel rôle, quelle contribution nous pouvons amener par rapport à ça et surtout quelles interrogations il est important qu'on ait. Et dans cette dynamique-là, comme moi, comme 4,5 milliards de personnes sur Terre, nous vivons on va dire, une espèce de monde de démarche exceptionnelle. Démarche exceptionnelle dans un contexte exceptionnel par plein d'éléments. Quelques repères, hein, juste pour pouvoir poser le fond d'écran. C'est exceptionnel par la soudaineté et la densité de ce que nous sommes en train de vivre. 4,5 milliards de personnes confinées dans 110 pays sur 200 répertoriés, et tout cela en 3 mois. Ce n'est pas en 10 ans, c'est en 3 mois. Donc ça veut dire mars, avril, mai, si on exclut la Chine. Donc ça veut dire 3 chiffres clés, 4 milliards de personnes, 110 pays en 3 mois.
Ça, c'est un premier élément du côté exceptionnel. Exceptionnel également par la multidimensionnalité, parce que pendant ces 3 mois-là, d'un point de vue horizontal, la dimension horizontale, il y a eu une espèce d'impact social, bien sûr, sociologique, social, politique, économique, on en parlera tout à l'heure, technologique, la preuve, on a changé nos habitudes d'interaction, écologique également, et d'autres dimensions horizontales, transversales, ça veut dire qui touchent toutes les couches, quels que soient les pays, etc. Et puis une dimension verticale, puisque chaque pays le vit plus ou moins difficilement en fonction de qui il est. Et nous, en tant que personnes, aussi la dimension verticale, identitaire, nous-mêmes, nous accueillons et nous vivons cette expérience humaine, bien évidemment, avec plus ou moins de difficultés en fonction de notre catégorie socio-professionnelle. Donc ça, c'est la deuxième exception, l'exception de la densité, l'exception de la multidimensionnalité, l'exception aussi de la rareté. Alors, ce sont des phénomènes rares. Je ne sais pas si, après, il y a plein de chercheurs aujourd'hui qui sont en train de voir, depuis que l'Homo sapiens existe, c'est-à-dire 300 000 ans, est-ce qu'un phénomène comme ça, aussi dense, aussi soudain, aussi rare, a déjà existé depuis que l'Homo sapiens existe, c'est-à-dire depuis 300 000 ans. Bon, il y a des chercheurs aujourd'hui qui font des comparaisons intéressantes. Bon, moi, le fait même de commencer des recherches là-dessus montre l'impact et en tout cas l'intensité de cette dimension-là. Alors, soudain et rare, la rareté, la Première Guerre mondiale était imprévisible, contrairement à la deuxième. Le 11 septembre, il n'y a pas des 11 septembre tous les jours. La crise 1929, c'est un événement rare. La chute du mur de Berlin 1989 est un événement rare. La crise financière de 2009, avec toute la dynamique financière mondiale, est un événement rare. Et puis, certainement, l'histoire gardera que 2019-2020, avec le Covid-19, était aussi un élément rare. Rare par cette multidimensionnalité et par la densité dont on vient de parler. Et puis, il y a un autre élément de la notion d'exceptionnel, c'est l'impact. L'impact, 4 millions de personnes contaminées, les derniers chiffres du 15 mai 2020. 300 000 morts, tout pays confondu. Alors, 300 000 morts, quand on les compare à beaucoup de maladies, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est la concentration, la densité et la rareté qui fait qu'à un moment donné, les 300 000 morts, on a l'impression qu'il y en a 10, 15, 100 fois plus. 22 millions de chômeurs aux États-Unis en un mois. Moins de 10% du PIB mondial prévu pour fin 2020. Jamais dans l'ère du capitalisme, depuis le XVIIIe siècle, ça n'a existé. 10 000 milliards de dollars injectés dans l'économie mondiale par le G20. 10 000 milliards de dollars, c'est absolument inconcevable pour les économistes. Et puis, le prix du pétrole, qui début mai, fin avril, a été en valeur négative. Ça veut dire qu'il fallait donner de l'argent pour donner du pétrole de l'autre côté, ce qui est imprévisible là-dessus, absolument impensable, puisque les économistes ont dû revoir leur modèle et leur matrice pour pouvoir comprendre ce phénomène, puisque dans la programmation des modèles économiques, cette donnée n'existait pas, parce que tout simplement, elle n'était absolument pas prévisible. Et puis, l'une des conséquences qu'on peut appeler positives, si jamais nous sommes un peu écolos sur les bords, c'est que depuis 3 mois, il y a moins de 10% d'émissions de CO2 dans le monde. Et que la couche d'ozone se reforme. Et qu'on peut aussi identifier les impacts, tout cela en 3 mois seulement de fonctionnement. Ça veut dire que quand on voit l'impact de la densité, l'exception de la densité, l'exception de la multidimensionnalité, l'exception de la rareté et l'exception de l'impact, nous sommes face à un phénomène qu'on appelle Black Swan. Et ce Black Swan, c'est quoi? C'est le genre de phénomène qui arrive dans le monde. Il peut être historique, il peut être économique, il peut être écologique, il peut être financier, il peut être, qui est rare et soudain, qui est imprévisible et qui est impactant, et qui n'est dans aucun modèle précédemment. Dans aucun modèle. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde subit, quelque part au début, l'impact de la nouveauté, subit l'impact de la rareté, subit l'impact de cette soudaineté qui nous surprend tous et qui fait qu'à un moment donné, bien évidemment, on est un peu dans une espèce de sidération initiale face à tout cela, une sidération qui fait qu'à un moment donné, on est dans un phénomène que vous connaissez tous,
qui est le deuil au départ, une des premières étapes du deuil. Au départ, on est dans une espèce de déni. Là, ça a démarré en Chine, oui, mais c'est loin de nous. Nous, ils vont vite résoudre ce problème-là. On va continuer notre vie. On a vécu ça, j'ai vécu ça, beaucoup de gens ont vécu ça. Vous avez peut-être aussi vécu ça comme étant des gens qui étaient un peu sur une plage, qui voyaient des petites vaguelettes et qui étaient habitués aux vaguelettes. Et en même temps, derrière des vaguelettes, il y avait une très grosse vague qu'on n'a peut-être pas voulu voir, qu'on n'a pas vue, peu importe. Les théoriciens aujourd'hui sont en train de philosopher autour de tout ça, les économistes, les sociologues, etc. Et puis cette grosse vague a fait une espèce de shutdown au niveau du monde, a fermé les portes, nous a un peu mis en quarantaine, puisque c'est le mot à la mode, par le confinement réel. Ce n'est pas uniquement un sens figuré, mais c'est un vrai sens propre. Et cette quarantaine-là, c'est une épreuve humaine que nous vivons collectivement, chacun à sa manière, bien évidemment, nous la vivons selon les conditions et les catégories socio-professionnelles de manière différente. La quarantaine n'est pas forcément démocratique, puisque si on est au Burundi ou au Soudan du Sud, qui sont les pays les plus pauvres du monde, ce n'est pas forcément de la même manière que nous allons vivre ce phénomène de Black Swan, comparativement à si on vit à India ou si on vit dans le 16e à Paris ou dans des villes comparables. Donc, l'impact n'est pas le même d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue psychologique. Mais en même temps, nous avons un dénominateur commun qui est une espèce de wow. C'est typiquement ça l'effet Black Swan. C'est cette dynamique-là pour laquelle aucun logiciel humain, technologique, n'avait prévu l'arrivée. Et pourtant, c'est là, c'est notre réalité actuelle. Et par rapport à cette dynamique-là, bien évidemment, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en cause. Chacun chemine ça de cette manière-là à sa manière. La pratique de différents métiers, j'ai suivi dans les premières semaines beaucoup j'ai croisé l'information pour tenter à mon tour de comprendre, de voir ce qui se passe, d'analyser, éventuellement de donner un peu de sens, de me projeter personnellement. Et puis, je me suis rendu compte que les économistes, les sociologues, les financiers, les politiciens, les analystes, les journalistes, des gens qui sont tous compétents dans leur domaine, les politiciens, tous ceux qui contribuent à fabriquer une opinion, à fabriquer un logiciel mondial, à fabriquer un modèle mondial, tous à leur niveau, qu'ils soient à la Silicon Valley ou qu'ils soient en Europe ou dans le Moyen-Orient ou dans l'Orient, l'Extrême-Orient. J'ai pris ces trois régions-là puisque c'est les régions les plus à la pointe en termes de recherche, d'anticipation, de technologie, etc. Sont des personnes qui n'ont jamais connu ce phénomène qui est, en tout cas pas avec cette intensité, qui est la remise en cause quasi hebdomadaire de leurs modèles. Les modèles sur lesquels ils ont construit le paradigme dans lequel nous vivons tous depuis une centaine d'années, ou depuis 70 ans, depuis la chute depuis 89, depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire une espèce de paradigme occidental, démocratique, on va dire globalement, pour résumer. Et ce modèle occidental démocratique libéral est un modèle qui est bâti sur des paradigmes, sur la croissance, sur le PIB, sur la productivité, sur la rentabilité. Et ce sont des paradigmes que nous avons retrouvés dans l'éducation des enfants, compétition à l'entrée, concours à l'entrée, y compris pour la maternelle, heures supplémentaires pour les Coréens du Sud pour pouvoir être à la hauteur, pour les Chinois, pour les Marocains aussi, on retrouve la même logique. Ça veut dire que nous avons tous été biberonnés à un paradigme global sur lequel nous avons construit la santé, l'éducation, la justice, l'économie, l'entreprise de manière générale, la politique, etc. Et nous avons directement et indirectement tous contribué à ce que ce phénomène existe
soit présent, nous l'avons renforcé. Et puis nous en avons profité, hein, c'est ce qui fait aussi notre modèle global. Vous avez vu que dès que, par exemple, le mur de Berlin a chuté, toutes les économies de l'Est, ce qu'on appelait le bloc de l'Est à l'époque, se sont, entre guillemets, occidentalisées et tout le monde s'est mis au paradigme libéral qui gouverne aujourd'hui le monde entier, y compris avec les grandes instances FMI, Club de Paris, etc., qui prêtent au pays, moyennant de la rigueur, moyennant la jugulation de l'inflation, moyennant un budget à ne pas dépasser, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un formatage mondial, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, que nous avons mis en place. Et tous ces logiciels-là qui, petit à petit, ont commencé à être de notre normalité, tous ces logiciels-là sont en train de subir depuis 2 mois ce qu'on appelle un stress test, c'est-à-dire une espèce de très grosse vague, un phénomène d'arrêt qui n'est pas été étalé sur 1 an, sur 2 ans, il a été étalé sur 3 mois seulement. 3 mois avec l'impact que nous sommes en train de connaître. Ça veut dire que c'est hyper violent, avec un impact qu'on ne peut pas tout à fait encore mesurer, puisque pour le moment, nous avons été tous un peu sous cloche, perfusés, protégés parce qu'il y a eu des aides des États, 10 000 milliards de dollars, je vous rappelle, perfusés parce qu'on a mis le confinement, perfusés parce qu'il y a eu, on va dire, le système de la débrouille qui fait qu'on s'est tous plus ou moins adaptés à ce phénomène. Il va y avoir là une espèce de réplique, un peu comme les séismes, ça veut dire quelles vont être les conséquences de tout cela, fin mai, fin juin, fin juillet, fin septembre et tout le reste. Et aujourd'hui, là encore, ces spécialistes dont je vous parlais tout à l'heure, qui remettaient en cause leur modèle toutes les semaines, commencent à avoir un peu plus de recul et commencent à dire, voilà, il nous faudra 4-5 ans peut-être pour récupérer tous ces impacts. 4-5 ans, ça veut dire qu'on parle de 2024 éventuellement. Et en même temps, ils se disent, mais en même temps, on ne sait pas, ça peut être plus, ça peut être moins. Ça veut dire qu'il y a toujours des prévisions, des hypothèses, mais avec beaucoup de degrés d'improbabilité aussi juste après, vu l'hyper-complexité du phénomène mondial que nous sommes en train de vivre, je dirais presque du phénomène biosphérique que nous sommes en train de vivre, parce que ça dépasse la condition humaine, c'est quelque chose qui concerne la biosphère dans laquelle nous vivons de manière plus globale. Alors face à cette espèce de constat qui est tout à fait chaotique pas au sens négatif du terme, mais chaotique au sens incertain, au sens reconfiguratif, au sens aléatoire du terme, face à cette dynamique, à ce contexte-là, la démarche Black Swan, qui est l'analyse des systèmes exceptionnels, nous sommes dans un système exceptionnel aujourd'hui, qui va forcément aboutir à quelque chose de nouveau, pas forcément meilleur d'ailleurs, hein. Alors, même si on repartait sur les mêmes paradigmes, ça serait forcément plus la même chose, puisque nous sommes tous en train de connaître des choses que l'humanité, en tout cas l'homme moderne, n'a jamais encore connues. C'est une forme de traumatisme global, c'est une forme de cicatrice collective, plus ou moins dense, forte en fonction des conditions sociales des personnes qui vivent tout ça. Et forcément, ça a impacté tous les métiers, ça a impacté toutes les catégories sociales, ça a impacté toutes les nations, ça a impacté tous les systèmes humains qui existent, tous les systèmes humains qui existent. Alors, parfois, certains y trouvent leur bonheur. Vous avez certainement vu les 300% de croissance de la belle vie de la semaine dernière. La valorisation boursière de Zoom, d'ailleurs la plateforme que nous utilisons, qui est aujourd'hui supérieure à 3 fois en capitalisation boursière que les premières compagnies mondiales aériennes. Donc ça veut dire qu'il y a une reconfiguration économique qui se met en place, vu les urgences, vu les priorités de la consommation, qui font qu'à un moment donné, tout est bousculé. Tout l'ordre établi, aujourd'hui désordonné. Nous assistons tous, et vous le vivez certainement, à cette espèce de déséquilibre global. Forcément, tout déséquilibre appelle après un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre, quel sera-t-il? Personne n'en sait rien. Et ça nous apprend beaucoup d'humilité, justement, dans cette dynamique-là. Et alors, nous, si maintenant on revient à notre métier de coach, à notre posture, à notre communauté,
forcément, nous sommes interrogés. Je me suis interrogé le premier avec, quand les premiers jours du confinement étaient là, sur est-ce que nous sommes vraiment un métier utile dans ce contexte-là? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Est-ce que je suis utile dans ce contexte? À quoi je sers dans ce contexte? Comment je peux aider? Comment je peux travailler? Donc, il y a bien évidemment une dynamique globale qui se met en place. Donc, prendre conscience d'une forme d'inutilité face à l'urgence, face à la priorité du moment. La priorité du moment, c'était se protéger d'un point de vue santé, d'un point de vue biologique, par rapport à la menace collective humaine mondiale qui était présente. Et cette inutilité-là a fait place par la suite à des questionnements de type de reconfiguratif, genre, mais aujourd'hui, ce qui était utile dans un premier temps, c'était surtout les médecins qui étaient en première ligne, et je n'arrêterai jamais de les remercier, et vous tous, j'en suis sûr, sur l'immense courage et abnégation dont ils ont fait preuve pour protéger l'humanité. Et à un moment donné, c'était leur temps, et c'est encore leur temps. Et puis après, forcément, du temps de la protection de la santé arriveront les impacts, cela notamment psychologiques, notamment sociaux, sur les modes de vie, sur les interrogations que se sont posées toutes les personnes pendant cette période de confinement, sur les remises en cause, sur les reconfigurations relationnelles, sociales, professionnelles, etc. Et c'est là où petit à petit, derrière l'inutilité initiale, émerge une espèce d'utilité secondaire, je vais appeler, qui est aider les personnes comme on le verra tout à l'heure, comme je le partagerai avec vous tout à l'heure, sur comment je perçois personnellement, en tout cas comment je pratique mon rôle en ce moment, aider à gérer cette phase de transition, puisque nous sommes dans un entre-deux, dans un passé très récent avec lequel nous avons fonctionné dans un paradigme, vers forcément un futur, mais qui est déjà aujourd'hui, un futur présent, j'allais dire, que nous construisons au fil de nos petits pas pour nous adapter à notre nouveau contexte, mais dont, vis-à-vis duquel nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour comprendre quelles vont être les conséquences et qu'est-ce que ça va vraiment changer chez nous. On n'en mesure pas encore tout à fait l'impact. Personne n'en mesure l'impact tellement c'est fragmenté. D'où, et je crois que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est fragmenté par l'impact, comme une espèce de météorite comme ça qui vient percuter la Terre et qui, en plus du choc, il y a l'onde du choc qui est là. Il y a le choc et l'onde. L'onde, c'est toutes ces vagues qui viennent par la suite et qui, par le souffle de l'impact, provoquent des dégâts qui vont être sociaux, qui vont être économiques, qui vont être professionnels, qui vont être psychologiques, qui vont être biologiques, qui vont être écologiques, des dégâts à plusieurs niveaux. Et donc l'image que j'ai en tête quand je pense à ce que nous avons vécu, c'est une espèce de météorite qui vient de percuter notre système, mais avec cette espèce de toxicité qui fait qu'à un moment donné, à la limite, une météorite fait du bruit, une météorite, on peut l'entendre arriver, etc. Or là, c'est quelque chose d'insidieux qui s'insinue comme ça, qu'on ne sait pas encore tout à fait contrôler, qu'on n'a pas prévu, dont l'impact est encore tout à fait, on va dire, inconnu à ce stade-là. Et tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, on navigue dans un niveau d'incertitude jamais égalé jusque-là, dans un niveau de complexité qui est plus de l'hypercomplexité jamais vu jusque-là. C'est une sacrée épreuve. C'est une sacrée épreuve, forcément, qui laissera et qui laisse des traces déjà. Et donc, nous, dans notre métier par rapport à ça, en me posant la question de l'exercice du métier, je me suis dit, tiens, si par rapport à ce monde de Black Swan, c'est-à-dire basé sur la rareté, l'imprévisibilité, la violence de l'impact, etc., c'est-à-dire un moment exceptionnel, on ne peut plus complètement, en tant que coach, pratiquer notre métier, juste ouvrir la parenthèse. C'était une parenthèse, le confinement. Maintenant, il y a le déconfinement, on va ouvrir la parenthèse et continuer notre vie. Je ne pense pas qu'on puisse continuer de le faire comme ça, en tout cas dans l'exercice du métier, à mon niveau. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vu l'impact multidimensionnel,
vu l'impact rare, vu l'impact profond, vu la densité de ce que nous avons vécu, nous en tant qu'individus, en tant que membres de systèmes familiaux, professionnels, etc., l'idée, c'est dans l'exercice de notre métier de coach, d'accompagnateur, de compagnon de route de nos clients, de nos coachés. Pour moi, c'est vraiment une espèce de profession de foi de dire que nous sommes des compagnons de route des personnes que nous accompagnons, des équipes que nous accompagnons, des organisations. L'idée, c'est que le mot holistique n'a jamais autant porté son sens. Holistique, c'est cette manière de voir les choses en totalité, en globalité, de ne plus voir uniquement l'individu, surtout en cette période qui va durer un temps donné. On ne sait pas encore combien de temps, mais un temps donné. Pendant cette période, voir l'individu comme étant une partie d'un tout qui le dépasse. Et ce tout-là est remis en cause, ce tout-là est impacté, ce tout-là est désordonné, ce tout-là est en train d'être configuré. Donc ça veut dire que nous vivons dans notre chair, dans nos tripes, dans notre psychologie, dans notre mental, avec nos émotions. Nous vivons non seulement notre transformation intérieure, nos interrogations intérieures, mais nous vivons aussi, nous portons en nous les systèmes dont nous faisons partie, puisque ces systèmes eux-mêmes sont remis en cause, et donc nous en sommes des porteurs. Donc non seulement nous faisons un chemin intérieur, mais également un chemin avec les systèmes et dans les systèmes dont nous faisons partie. Et donc l'idée, c'est pour pouvoir faire notre métier dans cette période trouble, dans cette période Black Swan, l'idée, c'est de dire, d'ouvrir, de nous préparer à exercer, en tout cas ponctuellement, une posture de coach holistique, de coach qui voit les choses avec la globalité nécessaire au moment exceptionnel que nous vivons. Et ce regard holistique, c'est cette manière de deux choses le déterminent. C'est d'abord les champs d'appartenance. Se poser la question, finalement, quels sont les systèmes auxquels nous appartenons et qui ont été bousculés par ce moment exceptionnel, par ce message que nous avons reçu, par cette… Alors, je dis message, c'est une interprétation de ma part, mais en tout cas, ce contexte que nous vivons, le message, c'est la leçon qu'on en tirera, bien évidemment. Ce n'est pas un message forcément extérieur, mais c'est la leçon que nous, humains, nous en tirons de cela. Et donc, l'idée, c'est d'aller identifier les 4 champs auxquels nous appartenons et qui ont été interpellés par ce contexte Black Swan. Le premier champ, c'est le champ de ce que j'appelle la biosphère. Alors, la biosphère, nous faisons partie d'une biosphère. D'une biosphère, ça veut dire l'interaction des espèces qui vivent sur Terre. Toutes les espèces qui vivent sur Terre, le vivant, la masse des vivants sur Terre. Et j'avais écrit un article il y a quelques temps sur justement cette notion de biosphère dans laquelle nous participons et qui est une espèce où par le titre un peu provocateur sur l'idée qu'à un moment donné, quand la biosphère nous rappelle notre statut de colocataire et non de propriétaire. Nous sommes en effet en tant qu'humains une espèce dominante par qui nous sommes, par notre histoire, par les différentes transformations que nous avons connues et en même temps par la transformation de la biosphère que nous avons mise en place à travers notre mode de vie de manière générale. Et donc forcément, ces interactions-là bouleversent et nos vies et les espèces qui sont autour de nous. Donc le Covid-19 est un phénomène conséquent aux interactions des espèces. Et donc nous appartenons en tant que personnes à cette biosphère-là et forcément nous interagissons avec elle, nous portons cette biosphère comme elle nous porte. Ça, c'est le premier champ, le champ d'appartenance. Et en gros, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant que membre de cette biosphère ? Le deuxième champ d'appartenance dans lequel nous sommes, c'est la noosphère. Ce que j'appelle la noosphère, c'est cette espèce noos, l'esprit collectif, une espèce d'inconscient collectif comme l'avait conceptualisé Jung, qui est nous en tant qu'espèce. L'esprit collectif, le cerveau collectif humain, qu'est-ce qu'il vit avec cette période de confinement? Quelles leçons il tire de cette période de confinement? Quelles leçons sur son existence, sur son mode de vie, sur sa présence sur Terre, sur son histoire, sur son existence, sur un tas de choses qu'on peut se poser.
et qui font partie de nous, bien évidemment, qui font partie de cet esprit collectif, que nous soyons en Afrique du Sud, que nous soyons au Danemark, que nous soyons en Australie, que nous soyons au Venezuela, au Maroc ou autre. À un moment donné, au-delà des différences et des frontières, cet esprit humain collectif avec lequel nous sommes connectés, puisque nous appartenons exactement à la même espèce, quelle leçon en tirer? Et donc, cette transformation-là, ce chemin collectif inconscient ou peut-être conscient que nous faisons à travers cette épreuve humaine que nous vivons, puisque nous la vivons chacun à notre niveau, chacun dans son coin, eh bien, quelque part, elle résonne chez les uns et les autres, puisque nos expériences individuelles là où nous sommes, forcément, vont enrichir, affaiblir ou autre les humains que nous sommes. Deuxième champ d'appartenance. Le troisième champ d'appartenance, c'est celui des sociosystèmes. Ce que j'appelle les sociosystèmes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la biosphère et de la noosphère, il y a nos différents sociosystèmes. Et nos différents sociosystèmes, c'est les systèmes 1, 2, 3. Le 1, c'est notre petite famille, le système familial. Le plus petit système social, celui de la famille. Comment nous vivons ce confinement-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous nous reconfigurons? Le sociosystème 2, c'est notre utilité sociale, ce qu'on fait comme job, comment nous sommes utiles autour de nous, quand on est dans une entreprise, quand on est DRH, quand on est directeur général, quand on est XY. Et puis le sociosystème 3, c'est la vie sociale de manière générale. On ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller au café, on ne peut plus aller à la librairie acheter un bouquin. Quand on va au supermarché, on y va, mais il faut avoir 2 mètres de distance, y aller masqué, etc. Remise en cause complète de nos sociosystèmes. Et enfin, le quatrième système, le quatrième champ d'appartenance que nous avons tous, ce sont nos intrasystèmes. Nous, en tant qu'individus spécifiques. Et nous, en tant qu'individus spécifiques, nous sommes constitués de plusieurs systèmes à l'intérieur de nous. Notre système nerveux est un système. Notre système digestif est un système. Notre système bactérien, avec les millions de bactéries qui vivent en nous, est aussi un système. Grosso modo, que j'ai réparti entre le système bio et le système psychologique intérieur. Et alors, vous voyez que nous sommes, nous, au centre, avec cette image que vous voyez, nous, au centre, avec nous sommes porteurs de tous ces systèmes-là, la biosphère, qui est l'interaction de toutes les espèces vivantes, et au-delà, éventuellement, la noosphère, nous, en tant qu'individus, en tant qu'humains, au-delà de nos différences, comment nous vivons cette expérience-là et comment nous nous reconfigurons, les sociosystèmes avec les différents rôles que nous avons, au moins 3 rôles là-dedans, et puis à l'intérieur de nous, comment nous pouvons somatiser tout ça, comment nous donnons du sens à tout ça, quel impact psychologique, comment nous gérons cette reconfiguration exceptionnelle que nous sommes en train de vivre à ce stade-là. D'où le regard holistique, de notre rôle, il me semble, en tant que coach, qui est que forcément, quand on a en face de nous une personne qui vient demander de l'aide, qui vient se faire accompagner, le premier obstacle à l'accompagnement, comme le premier levier, va être nous. Comment nous sommes? Comment nous avons cheminé justement ce parcours-là, ce confinement, cet impact global? Comment nous le vivons? Quelles leçons nous en tirons personnellement? Quelles interrogations est important qu'on ait personnellement pour pouvoir justement ne pas être un obstacle par rapport au chemin de l'autre et en même temps être pour lui une espèce de réceptacle comme ça d'un certain nombre de choses que je vais partager avec vous juste après, mais qui font qu'à un moment donné, avoir un regard uniquement à travers un seul angle peut peut-être, pendant ces moments exceptionnels, être limitant dans l'accueil de quelque chose qui dépasse l'apparence physique de la personne qui est en face, mais qui derrière, lui-même, cette personne représente tout un tas de systèmes qu'il porte en lui, comme vous, en tant que coach, représentez tout un tas de systèmes que vous portez en vous. Et donc, en fait, quand vous rencontrez votre coaché dans ce contexte-là, ce sont des systèmes qui se rencontrent, au moins les 4 champs que je partage avec vous à ce stade. Et ça, c'est le premier niveau de cet holistisme, de ce regard holistique. Le deuxième niveau, c'est les 3 zones accessibles pour le coach. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette dynamique-là, si on se centre sur que vit finalement une personne de l'intérieur, eh bien, elle vit en fait 3 éléments, si on se limite au rôle du coach et non pas au psychothérapeute ou au sociologue ou autre, les zones accessibles là-dessus pour intervenir et qui sont des phénomènes
vécu par les humains en cas de contexte Black Swan. C'est un biais cognitif, un biais mental et un biais émotionnel. Le biais cognitif, c'est très souvent le constat de ce phénomène de la dissonance cognitive. Il y a un phénomène qui se passe, on avait les éléments pour le prévoir, on avait des signes précurseurs, mais on n'a jamais voulu éventuellement les regarder de près parce qu'on était trop dans notre zone de confort. Et on rationalise une fois que cet événement est passé. Et la dissonance cognitive, quand un truc arrive, c'est quoi ce phénomène psychologique? C'est réduire l'impact de la sidération. C'est non, c'est pas aussi grave que ça, le Covid-19. Non, de toute façon, c'est une petite grippe de rien du tout. Ce qu'a fait Trump au début, pensant être le maître du monde et balayant d'un revers de la main le Covid en disant que de toute façon, quand la température sera là, tout ceci sera passé. Ben, si vous regardez le comportement de Trump, il était typiquement dans un phénomène de dissonance cognitive. Donc, il était en plein dans ce biais cognitif et comportemental de la dissonance cognitive. Puisque j'ai deux informations contradictoires, c'est-à-dire je contrôle le monde et d'un côté j'ai un phénomène qui me montre que je ne contrôle pas le monde, pour réduire la dissonance, j'en amoindris l'impact et donc ça s'appelle une dissonance cognitive que peut-être chacun d'entre nous a vécu à sa manière pour pouvoir nous rassurer quelque part. Nous ne le faisons pas exprès, mais on constate en tout cas que c'est un des phénomènes des contextes Black Swan. Le deuxième biais, c'est le biais mental. La charge mentale de quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas prévoir est énorme. Et dans la mesure où on ne peut pas assumer tout l'impact de cette charge mentale, nous avons deux manières de la gérer. Soit de la passivité pour dire je n'y peux rien, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la nature ou je ne sais quoi, et donc laissons faire les choses parce que je ne peux pas assumer de l'intérieur. L'autre aspect de la charge mentale, c'est la suractivité. Je me mets à suragir pour me donner l'illusion que je peux quand même retrouver le contrôle des choses qui m'échappent. Le troisième biais est émotionnel. Dans ce genre de phénomène, avec l'impact important qu'il y a là-dedans, vous connaissez tous le phénomène des émotions parasites et des émotions authentiques, eh bien, nous allons constater des choses de type la colère, la rage, qui peuvent voir une espèce de tristesse intérieure, qui peuvent se substituer à la peur de l'inconnu dans laquelle nous pouvons être dans ce genre de système. Et donc, quand intérieurement, notre cerveau émotionnel est piloté par des émotions parasites à la place des émotions authentiques, ça rajoute en charge mentale, ça rajoute en confusion. Et quand nous associons ces trois éléments à la fois, ces trois phénomènes à la fois, nous avons un état intérieur qui peut être confus, un état intérieur qui peut être désordonné, un état intérieur qui est bousculé, un état intérieur qui est très interpellé et qui essaie de s'adapter comme il peut à la situation nouvelle que nous sommes en train de vivre. Je partage avec vous ces trois biais-là parce que ce sont trois biais que je commence de plus en plus à remarquer chez les personnes que j'accompagne, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est les trois à la fois, surtout chez les personnes qui ont des hautes responsabilités managériales, on va dire. Donc ça veut dire qu'en plus du chemin intérieur qu'ils font par rapport à ça, il y a une forme de charge de la responsabilité qui fait qu'à un moment donné, l'un dans l'autre augmente la pression que peuvent ressentir ces personnes. En intervention coaching, et je finirai avec ça, Selma, tu me fais signe sur le temps? Oui, Younes, tu as 40... 5 minutes encore? Oui, tu as 40 minutes, c'est bon. Très bien. Alors, je reviens un peu en arrière, juste pour que vous ne perdiez pas le fil. Je vous parlais du regard holistique. Ce regard holistique, pour moi, est basé d'abord sur la conscience chez nous en tant que coach que chacun de nous appartient au moins aux 4 champs d'appartenance dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est le premier niveau du regard holistique. Deuxième regard holistique, c'est que nous, en tant que coach, dans ce genre de phénomène, être attentif aux 3 phénomènes cognitifs, mentaux et émotionnels que nous sommes
pour lesquels nous sommes candidats dans ce genre de phénomène Black Swan. Et enfin, par rapport à tous ces éléments-là, quel type d'intervention stratégique en tant que coach dans un contexte Black Swan. Alors, je pratique personnellement 4 phénomènes là-dessus, 4 interventions stratégiques, pardon. Alors, même si le confinement s'est passé dans d'excellentes conditions pour certaines personnes et que finalement ils disent « Ah, j'aimerais bien que le confinement continue, etc. » Mais regardez autour de vous, observez ce qui se passe. Vous êtes en train certainement de constater quelques phénomènes de ras-le-bol, quelques limites par rapport à cela, quelques tensions qui peuvent exister à droite, à gauche par rapport à un phénomène qui est non normal, anormal dans notre mode de vie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis. La catharsis, c'est cette espèce de filtre de ce qui est bon et pas bon pour la santé, de ce qui est bon et pas bon pour la psychologie. Vous savez, les phénomènes de catharsis, c'est quand on vit une espèce de petit, moyen ou gros traumatisme, qui peut être politique, social, économique, physique, etc. Nous avons besoin de tirer les leçons. Regardez ce qui s'est passé au Maroc à un moment donné dans les années qu'on a appelées de plomb. Quand l'avènement de notre roi actuel est arrivé, il y a eu cette catharsis nationale qui a été diffusée à la télé sur les anciens prisonniers politiques, etc. Et le fait de voir des gens venir parler, épurer, vidanger, excusez-moi le terme, c'est pas très beau, et faire quelque part le deuil de quelque chose qui n'était pas reconnu, a fait qu'à un moment donné, ça soulage et ça permet de digérer émotionnellement une période qui n'est pas simple puisqu'elle a été cachée, elle a été implicite. Et en fait, la catharsis, c'est le fait de sortir du déni pour pouvoir digérer émotionnellement et prendre de la distance par rapport à un événement traumatique. Et donc, une catharsis, notre rôle est aussi d'avoir ce rôle cathartique avec nos coachés, non pas de provoquer cela, mais d'avoir notre vigilance, d'avoir notre regard pour pouvoir justement voir comment les personnes ont vécu cette période. Ne pas juste fermer la parenthèse du Covid-19, c'est terminé, allez, on reprend notre vie. Je suis très vigilant à la notion de « je reprends ma vie », je relance l'activité, je redémarre quelque chose. Le « re » est déjà un premier biais, puisque ça veut dire « je reviens au temps d'avant ». Or, l'idée n'est pas de reprendre quelque chose, l'idée est de construire quelque chose de nouveau, de rebâtir de quelque chose de nouveau en se servant de la leçon et de l'épreuve que nous sommes en train de passer et qui n'est pas terminée. Et ça, c'est un de nos rôles majeurs en tant que coach holistique dans ce contexte donné. Nous verrons combien de temps ça va durer, mais ça me paraît quelque chose de très important et il y va c'est un enjeu d'hygiène mentale quelque part. Un deuxième rôle, c'est un rôle de protection. Au début, quand il y a un danger, nous avons tous ce besoin qui est de nous protéger du danger, protéger collectivement et individuellement. Et donc, quels sont notre rôle? C'est aussi de créer les conditions de protection des personnes que nous accompagnons pour qu'elles se sentent dans une forme de sécurité. Puisque quand nous ne sommes pas en sécurité, vous connaissez tous les phénomènes, tous les mécanismes de défense d'une insécurité psychologique, émotionnelle, sociale, économique ressentie. Un troisième rôle qui est celui d'aider nos coachés à s'adapter à une nouvelle normalité. Non pas à être dans la nostalgie d'une ancienne normalité, mais à s'adapter à une nouvelle normalité, puisque elle s'impose à nous, qu'on le veuille ou pas. Quand nous allons être déconfinés, visiblement, on va nous imposer des masques, on va compter de nous imposer des règles strictes d'un point de vue sanitaire si on veut travailler. On ne va pas ouvrir les restaurants tout de suite. Peut-être que si ils ouvrent, ça sera sous certaines conditions. Ça veut dire que nos normes sociales et relationnelles vont bouger, et psychologiquement et professionnelles, nous allons produire dans d'autres conditions, peut-être de manière hybride, et en télétravail et sur place, et comment psychologiquement nous allons vivre ça, comment d'un point de vue managérial nous allons gérer nos collaborateurs de loin, comment les décisions vont se prendre, quid de la cohésion d'équipe, quid de la vision, etc., etc. Donc, retrouver ou trouver, vous voyez, je le redis moi-même, pas retrouver, trouver et construire de nouvelles normes selon justement le contexte actuel et le faire collectivement. Et enfin, aider nos coachés à se projeter. La projection est quelque chose d'extrêmement libérateur puisque ça veut dire qu'il y a un avenir.
et que les personnes ne sont plus dans une forme de passivité, de soumission, mais au contraire, ils sont en train de se mettre en mouvement et d'inventer leur futur. Le futur n'est écrit nulle part. Il est à inventer aujourd'hui avec les pas que nous faisons. On ne sait pas comment il va être. On est en train petit à petit tous de le construire chacun de notre côté, et puis on verra ce qui est en train d'émerger par rapport à cette dynamique-là. Et donc, par rapport à ces éléments-là, à ces 4 interventions, il y a une 5e intervention que vous voyez en bas à gauche de votre écran, de cette statuette-là, comme ça, avec 3 niveaux. Et cette statuette-là, pour moi, c'est nous en tant que coach, notre propre identité intérieure, notre propre cheminement, le chemin que nous venons de faire pendant cette période. Qu'est-ce qui nous a appris sur nous? Quelles sont les remises en cause que nous avons connues à l'intérieur? Notre propre supervision. Un des éléments clés, pour moi essentiels dans ce qui se passe en ce moment, c'est les inter et les supervisions pour voir nous, notre métier, nous, comment on sort de cette épreuve, avec quelle remise en cause, avec quel chemin intérieur, avec quelles nouvelles approches, avec quelles leçons apprises sur nous en tant qu'humains et forcément sur nous en tant que professionnels. Donc la catharsis, la protection, l'adaptation, la projection dont je vous parle ne sont pas des choses extérieures, mais c'est d'abord un chemin intérieur qui nous concerne nous, et c'est la meilleure protection, adaptation et projection que nous pouvons garantir à nos coachés, qui est celle d'abord d'élargir notre niveau de conscience, que nous-mêmes nous soyons dans ce regard holistique vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir justement accueillir nos coachés et ne pas être un obstacle dans le cheminement intérieur qu'ils seraient en train de faire pour s'adapter à cette nouvelle réalité qui est la nôtre aujourd'hui et dont nous ne connaissons pas encore tout à fait les impacts. Alors, pour résumer, je dirais que 2 dimensions, la dimension d'un contexte Black Swan avec sa densité, son impact, son hypercomplexité, son chaos, et toutes ces conséquences que nous allons découvrir très très vite, avec des drames parfois, avec des choses positives certainement aussi, à nous humains d'en tirer les leçons. Donc c'est un contexte Black Swan, et face à ce contexte-là, forcément un impact sur nous en tant que coach, sur notre posture. Et l'idée que je suggère, en tout cas que je pratique, est celle d'avoir ponctuellement ce regard holistique dans notre appartenance aux 4 champs, en faisant attention aux 3 biais mentaux, cognitifs et émotionnels dont je vous ai parlé, et en travaillant de manière plus opérationnelle sur ces 4 interventions stratégiques: catharsis, protection, adaptation et projection. Et puis, ce qui me pilote beaucoup en ce moment, et je partage avec vous une espèce d'expérience intérieure, il y a 3 valeurs en tout cas qui m'aident beaucoup à vivre ce monde en ce moment. C'est la curiosité. Je suis très curieux, avide d'informations, de phénomènes. De la gratitude de vivre un moment exceptionnel, deuxièmement, et puis de l'humilité à voir des choses qui nous dépassent, et auquel le seul pouvoir que nous avons, c'est celui d'observer et d'essayer de nous adapter collectivement à cette nouvelle dynamique. C'est terminé pour cette partie-là. Et donc, là, s'il y a des interrogations, des questions, je suis à votre écoute. Merci Younes. Vas-y, Selma. J'ai juste je reprends un commentaire d'une participante. Younes, comment tu prends soin de toi? Comme coach, comment tu es pris en charge? Oui, pendant cette période, oui. Je suppose. Alors j'ai 3 choses. D'abord, je fais beaucoup de méditation. Je me suis débarrassé, deuxièmement, de beaucoup de choses où je disais je dois faire. Je suis plus tolérant avec moi-même. Et donc, j'accepte de beaucoup être dans l'imperfection. C'était un peu difficile, mais j'ai encore des efforts à faire là-dessus. Donc, le soi parfait me guide un peu. Et on est dans un petit combat, lui et moi, en ce moment, mais je suis tolérant avec moi-même par rapport à cet élément-là. Donc, je lâche un peu plus prise là-dessus. Et puis, troisièmement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un exercice intellectuel extrêmement, en
tout cas équilibrant pour moi, qui est celui de la curiosité et le croisement d'informations pour me faire mes propres idées moi-même et ne pas forcément avoir on va dire que de l'information extérieure, mais aussi m'inspirer de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que je croise, et accepter l'imprévu de plus en plus. Voilà, en gros, quelques éléments par rapport à ça. Puis le sommeil est important. Parce que dans le sommeil, pour deux raisons. La première, c'est parce que ça répare le corps, la tête, etc. Et deuxièmement, parce que je suis très attentif à mes rêves en ce moment, puisque mes rêves, je vais choper dedans quelques signaux inconscients que je n'arrive pas à voir quand je suis en état de conscience, comme je le suis avec vous à ce stade-là. Voilà 4 éléments qui m'aident à prendre soin de moi de manière très opérationnelle. Merci, merci. Techniquement, si tu n'as plus besoin de l'écran, tu peux. Je peux l'enlever. Balancer. Parfait. Merci. Très bien. Go Selma. Ok, merci beaucoup Younes. Merci aussi pour tes enseignements concernant comment toi tu prends soin de toi. Alors, j'ai une question d'une personne qui dit, alors, alors déjà, des remarques, les 3 valeurs sont pleines de sens. Ouh là là, je permets la limite de cette période. Alors, il y a une question. Entre coaching et thérapie, quelle est la limite en cette période de crise? Oui. Voilà, il y a cette question. Oui. Est-ce que je te pose une autre? Vas-y, voilà, Selma. Le temps que je la vois. Alors, où est-ce qu'elle était? Comment pensez-vous? Oui, comment pensez-vous que la demande de coaching va évoluer dans ce contexte? Oui. La 3e question, 4 champs d'appartenance. Est-ce que c'est un nouveau zoning pour cette crise? Ah, il y a quelqu'un qui demande du lait, je ne sais pas qui, mais Selma, redis-moi. Ça y est, j'ai enlevé là. Redis-moi la troisième. Alors, comment pensez-vous que la demande de coaching va évoluer dans ce contexte? Ok. Et une autre, 4 champs d'appartenance. Est-ce que c'est un nouveau zoning pour cette crise? Alors, ok. Alors, pour la première question, coaching et thérapie, je crois que je peux vous en parler de manière plus aisée, d'autant plus que je suis moi-même, j'ai étiquette de psy, et donc je peux séparer les deux. Et à travers les trois biais dont je vous ai parlé tout à l'heure, le biais cognitif, le biais mental et le biais émotionnel, vous verrez que là-dessus, j'ai mis, voilà les zones d'intervention du coach. Un coach peut intervenir au niveau de la charge mentale. La charge mentale, c'est la pression que nous pouvons ressentir face à une situation donnée. Un coach peut intervenir dans la gestion des émotions. Un coach peut intervenir pour comprendre des phénomènes cognitifs, comme la dissonance cognitive. Et donc, tous ces champs-là sont des champs sur lesquels un coach non psy peut tout à fait intervenir. Un coach peut intervenir dans l'aspect cathartique dont je parlais tout à l'heure. Un coach peut intervenir dans la mise en place de la sécurité nécessaire dans la relation avec un client. Un coach peut intervenir dans la projection de vie par rapport à un client. Un coach peut intervenir dans l'adaptation des comportements, des représentations de quelqu'un par rapport à une situation. Donc, il y a au moins 7-8 zones d'intervention dont je viens de parler à ce stade-là. Alors, la limite avec la psychothérapie, c'est qu'il n'est pas exclu que dans ces moments intenses, psychologiquement parlant, il y ait quelque chose de l'ordre de la régression, il y ait quelque chose de l'ordre de la réactivation de certains phénomènes psychologiques parce que nous pouvons être soumis à des pressions et en 2 mots, des pressions, à des pressions extérieures, à des pressions professionnelles qui peuvent activer ou réactiver en nous quelques schémas psychologiques intérieurs. Notre rôle de coach, les formations que nous avons tous suivies, les supervisions doivent nous permettre de dire est-ce que là je suis dans un schéma psychologique profond que je peux traiter et pour lequel je suis formé? Si je suis coach, a priori non. Donc dans ce cas-là, mon rôle éthique est de dire allez, travaille à 4 mains,
basculent vers le psy. Donc, ça veut dire que le travail du coach s'arrête là où la régression démarre, s'arrête là où l'intention de guérir démarre. Notre intention n'est pas de guérir ou de réparer une espèce de santé ni quoi que ce soit mentale. Notre intention, c'est d'aider nos coachés à s'adapter à leur environnement et à élargir leur niveau de conscience. Voilà pour cette première question. La deuxième question, comment on peut évaluer les demandes de coaching? Alors aujourd'hui, j'ai 4 types de demandes. Je parle de mon expérience, 4 familles. Premièrement, la catharsis. J'en parlais tout à l'heure. Nos collaborateurs sont épuisés, nos collaborateurs sortent de ça de manière très désharmonieuse parce qu'ils ne se sont pas vus, il y a de la tension, etc. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour les aider à digérer cette période. Donc, l'intervention cathartique. Deuxièmement, quid qu'est-ce qu'on fait par la suite? Comment nous allons fonctionner dans un mode de travail qui va changer, dans un mode de travail ponctuellement qui va changer. Le travail hybride, plus ça va, plus ça s'oriente vers quelque chose de type hybride. Et dans ce côté-là, c'est une deuxième demande. Ça veut dire aider les entreprises, les personnes, je parle là au niveau entreprise, à pouvoir basculer petit à petit dans un nouveau mode de travail qui risque de bousculer les habitudes. Donc, ils ont besoin de retrouver des normes. Ça, c'est un deuxième type de demande. Un troisième type de demande, il est plus dans comment exercer du leadership dans une période aussi incertaine. Comment exercer, j'ai entendu un client qui me disait « mon autorité est remise en cause, je ne sais plus quoi faire, j'ai perdu la mesure des choses par rapport à ça ». Et c'est l'exercice du leadership et le rôle du leader dans une période d'ultra-crise. Parce que non seulement il vit sa propre peur intérieure par rapport à l'incertitude, mais en plus il a la charge de la peur collective des autres. Et ça, c'est un troisième thème qui revient beaucoup. Et enfin, un quatrième thème qui est celui des recadrages stratégiques pour ceux qui font du coaching organisationnel, puisqu'aujourd'hui, l'impact économique est tellement important que beaucoup de scénarios stratégiques sont en train d'être mis en cause. Et donc, il y a des choses de l'ordre, il faut qu'on recadre nos stratégies. Ça n'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un coaching individuel, identitaire, pour retrouver de la normalité. Il y a quelque chose de l'ordre du coaching de leadership pour réajuster et reconfigurer le rôle du leader, quelque chose de l'ordre du coaching d'organisation pour les recadrages stratégiques, et puis il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont 4 champs d'activité qui sont aujourd'hui sur lesquels nous avons de la pression. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous sommes à l'écoute de nos clients, ce sont les 4 éléments clés qui ressortent exprimés différemment en fonction des clients, mais qu'on retrouve dans différents secteurs d'activité, que ce soit y compris chez les secteurs qui ont fait de la croissance, y compris chez les secteurs. Ne pensez pas que c'est uniquement dans les secteurs où il y a eu la crise, parce qu'on connaît des entreprises qui ont moins 80% de chiffre d'affaires, d'autres qui ont connu moins 50%, d'autres qui ont fait plus 300%. On a vu le chiffre de la belle vie tout à l'heure dont je vous ai parlé. Donc voilà pour la question des champs. Et certainement, ça ne s'arrêtera pas là. Il y a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps de, entre guillemets, le temps de jachère. Ça veut dire que les coachs étaient là, ils proposaient pour exister beaucoup de coaching solidaire, pour lequel je milite personnellement, et en même temps pour exister, pour être utile à la société. Allons-y, aidons notre société à avancer comme elle peut, et c'est super de le faire. Et puis à un moment donné, vient un temps, ou viendra un temps, ou a commencé à venir un temps, où je trouve que d'un point de vue postural, notre métier a un vrai rôle sociétal à jouer dans cette reconfiguration-là. À partir du moment où nous sommes conscients nous-mêmes, où nous avons élargi notre conscience, nous avons identifié les enjeux qu'il y a dans notre vie de manière générale, et j'ai une recommandation, en tout cas un partage d'informations, pas de recommandation, qui est celui vraiment de la curiosité. Croisez les disciplines, allez regarder ce qui se passe dans l'économie, allez regarder ce qui se passe dans la sociologie, allez regarder ce qui se passe dans toutes les disciplines. C'est important aujourd'hui que nous soyons multidisciplinaires en tant que coach, pas spécialistes de toutes les disciplines, mais croisés pour trouver la confluence de tout ça. Qu'est-ce qui se dégage? Que nous dit le monde? Que nous dit l'univers? Pour pouvoir justement avoir ce regard le plus large possible et pouvoir accueillir nos clients dans leurs différents paradigmes. La troisième question qui était par rapport aux champs d'appartenance, ce ne sont pas des zones d'intervention. Ce que j'appelle, ce sont des champs d'appartenance. C'est comme des champs identitaires.
C'est comme si moi, en tant qu'humain dans la biosphère, je fais partie de multi-espèces, d'une biomasse globale qui s'appelle les animaux, qui s'appelle les oiseaux, qui s'appelle les arbres, qui s'appelle les insectes, qui s'appelle les mouches, etc. Et donc aujourd'hui, après, l'avenir nous le dira, ce fameux virus visiblement porté par les chauves-souris avait besoin d'un intermédiaire qui est ce fameux pangolin qui était vendu dans des marchés, etc. Les déforestations humaines qui font qu'à un moment donné, tous ces animaux qui sont obligés de se redéplacer d'un point de vue systémique dans d'autres endroits font qu'à un moment donné, ça reconfigure tout. Toute cette biosphère-là dans laquelle moi je suis, dans laquelle chacun de vous est, j'en suis porteur, chacun de nous est porteur, et nous sommes influencés par cette biosphère comme nous l'influençons directement. Donc, identitairement parlant, nous sommes des êtres humains biosphériques. Un deuxième champ identitaire, c'est noosphérique. Nous, pas en tant qu'interespèce, mais en tant qu'espèce humaine avec nos particularités, avec notre constitution, avec nos gènes, avec notre esprit, avec notre créativité, avec notre génie, avec nos limites en même temps. Nous faisons partie d'une espèce d'esprit commun parce que nous avons cette identité-là et donc nous faisons partie, on dit bien, des êtres humains. Ça veut dire que nous qualifions notre espèce parce qu'elle a de spécifique. Et donc, cette espèce-là connaît un bouleversement actuel avec ce qui se passe, comme nous appartenons à ces sociosystèmes, 3 sociosystèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, notre petite famille, notre boulot et puis tout le reste d'un point de vue global. Et nous appartenons à notre intrasystème, ça veut dire notre identité spécifique biologique avec ce que nous avons de différent des 7,5 milliards. Ce sont des zones d'identité spécifiques et qui aujourd'hui se révèlent encore plus avec ce qui se passe au niveau du Covid-19. Voilà pour les 3 questions, Slimane. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Alors, elle dit l'isolement, la perte de liens sont des risques forts en mode remote ou hybride. Comment nourrir l'appartenance au collectif et l'accompagner dans l'état actuel? Alors, moi, les questions, je les prends comme des interrogations qui m'appartiennent également. Donc, comment accompagner un isolement à ce stade-là? Personnellement, je ne fais que des hypothèses. Et avec l'humilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir pour nous tous, vu la nouveauté, j'adopte quelque chose qui s'appelle le mode empirique. Et aujourd'hui, ce mode empirique me va bien. Personnellement, je suis à l'aise avec, qui consiste à dire j'essaye avec mon coaché et je recadre. Je suis un compagnon de route pour lui. Donc, c'est une posture qui me paraît adaptée à la situation actuelle, peut-être adaptée de manière générale, mais encore plus maintenant, qui consiste à ne pas forcément répondre à des questions par des réponses sûres, mais plutôt par des réponses probables et par plutôt un partage d'expérience. Donc, par rapport au cas dont tu parles, aider quelqu'un à sortir de l'isolement au vu de la distance, bien évidemment, ça fait partie de nos besoins psychologiques, qui est ce besoin de contact, y compris charnel, puisque ça fait partie de notre espèce. Là-dessus, l'idée, c'est personne de nous n'est isolé en fait. Parce que vous avez certainement tous remarqué que les WhatsApp vidéo ont explosé. Avant, on avait les WhatsApp vidéo, mais on les utilisait rarement. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on se sent presque pas obligé, mais il y a un réflexe de se mettre la vidéo. Il faut qu'on se voit parce qu'on a perdu l'accès libre à voir l'autre directement. Ça veut dire que dès qu'il y a eu quelque chose de menacé dans ce cadre-là, on peut par exemple ne pas voir quelqu'un pendant 2 ans et un coup de téléphone peut suffire, mais avec le Covid-19, on a besoin de le voir parce que le Covid a supprimé la liberté que nous pouvions avoir, qui c'était celle de voir quelqu'un ou de ne pas le voir. Et donc, du coup, on a accès à ce genre de choses. Donc, je dirais que là-dessus, oui, nous allons tous vivre une espèce de reconfiguration du lien social momentanément. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui est isolé, travailler avec lui sur le fait qu'à un moment donné, l'isolement n'est pas forcément un isolement réel, puisqu'on peut voir les gens, puisqu'on peut communiquer avec les gens, mais ne pas, justement, la première protection, c'est de ne pas faire d'effet loupe par rapport à ça. Dès que quelqu'un nous dit « Ah, je me sens isolé en ce moment »,
eh bien, l'un des premiers réflexes, presque un réflexe de survie, c'est qu'est-ce qu'il entend par isolement? Pour pouvoir identifier cela, pour pouvoir le nommer, pour pouvoir le sortir du côté anxiogène et pour pouvoir reconfigurer cette impression-là et puis avec lui identifier les options. Mais surtout ne pas plonger tout de suite avec lui dans le travail. Je vais t'aider à sortir de l'isolement. Ça veut dire que vous acceptez le fait qu'il est déjà dans l'isolement. Vous renforcez cette idée-là. Donc la première des choses dans ce cadre-là, représentation, travail sur les représentations sur qu'est-ce que tu entends par isolement. Seulement, petite réflexion pour Younes. Younes, tu es spécialiste de la process com. D'après toi, cette période de Covid, qu'est-ce qu'elle va laisser chez nous comme message contraignant? Non, on nous a dit restez chez vous, nos enfants sont vraiment sous la contrainte aussi de l'isolement, etc. Historiquement, ça te rappelle quoi comme message contraignant qui va rester, qui va peut-être conditionner nos comportements? Oui. Alors écoute, merci pour la question, Mustafa. Ce que je constate un peu déjà dans la pratique, c'est deux choses. Méfiez-vous, une forme de méfiance. Oui. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la méfiance qui est là en place et qui derrière peut alimenter beaucoup d'autres phénomènes. Et puis, peut-être quelque chose malheureusement qui me gêne, mais que je constate, ça me gêne en tant qu'humain, qui est, je n'ai peut-être pas tant que ça besoin des autres, puisqu'avec le télétravail, nous pouvons produire et on peut être plus efficace là-dessus. Je dis malheureusement parce que moi-même, en entendant ça, j'ai été accroché en tant qu'accompagnateur et donc j'ai eu un petit tic non-verbal que mon coach a relevé. Il me dit, tiens, j'ai dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Je dis, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait qui ne vous a pas plu? Et donc la personne a mimé mon expression du visage et j'ai exprimé, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'en effet, j'ai été accroché par ce qu'il a dit, à savoir, on peut être plus efficace, le télétravail, finalement, c'est peut-être une forme qui va nous permettre d'être plus productifs, etc. Donc, c'est une forme de message qui peut être en effet contraignant là-dessus. Donc, cette notion de méfiance et cette notion de productivité reconfigurée. Voilà les deux éléments auxquels j'ai été confronté très récemment. Le premier étant plus psychologique, ce message contraignant psychologique sur la méfiance, et qui peut après, si on l'alimente un peu plus, si on fait l'effet loupe, ça peut devenir un peu de paranoïa. Et une des conséquences de cette méfiance-là, ça devient du surcontrôle de tout et de l'hygiénisme. Ça veut dire que l'hygiène nécessaire pour se protéger devient une idéologie. Et cette idéologie-là peut créer énormément de barrières et peut nous imposer une forme de mode de fonctionnement très, très contraignant au départ, avec peut-être aussi une méfiance des gens qu'on ne connaît pas bien. Alors, tout ce qu'il peut y avoir derrière comme impact sur les gens qui viennent de l'étranger, comment ils sont protégés eux-mêmes, etc. Donc, voilà, c'est ce chamboulement-là qui est en émergence à ce stade-là, je dirais. Merci. Go Selma et Rachida qui est prête aussi. Ok, Oui, moi je bonjour, voulais Younes. juste 2 secondes, Rachida. Je voulais juste dire à Younes qu'il y a beaucoup de commentaires très, très. Où on te fait beaucoup de compliments, où on te remercie pour la pertinence, la profondeur de ton intervention. Qui demande s'il y a un enregistrement, qui voudrait bien le réécouter, voilà. Voilà, donc c'était à ce niveau-là, je voulais te dire tout ça. Et je passe la main à Rachida. Oui, merci Selma. Bonjour Younes, bonjour Rachida, tout le monde. bonjour. Younes, je suis ravie de me retrouver encore sur le banc d'école avec toi. C'était une très très belle leçon de formation continue et
je n'oserais jamais synthétiser tout ce que tu as dit. Ton exposé magistral, profond et très, très pertinent et riche en apprentissage. Tu as participé à l'élargissement de notre champ de conscience. Et comme ton intervention se fait dans le cadre des webinaires et du CIES, dont je fais partie depuis le début, j'ai retrouvé dans tout le long de ta présentation et ton attitude, ta posture, j'ai retrouvé toutes les compétences qui sont prescrites par l'ICF. Donc, tu les as vécues avec nous. Et là, ça rentre aussi tout à fait dans le cadre des webinaires de formation continue pour l'ICF. Alors, je voudrais juste dire que l'élargissement de notre conscience s'est fait à travers une thématique d'abord nouvelle, dans un cadre nouveau. Tu nous as fait une présentation du contexte d'une façon très, très imagée qui va favoriser la mémorisation de ce signe noir. Maintenant, il est rentré dans notre histoire en tant que coach. Et tu nous as présenté aussi tes stratégies avec des choses très, très précises du genre les champs, les champs d'intervention. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les détails que tu as si bien expliqués. J'ai beaucoup apprécié la présentation très claire dans une communication directe et simple d'une situation très complexe. Je suis sûre que beaucoup de mes pairs seront d'accord avec moi sur cet aspect-là. Tu nous as facilité la représentation de la situation actuelle et tu nous as projeté dans des actions futures. Tu nous as énacté un terme cher à nous tous. Et donc, je tiens à te remercier vivement, Younes, et à remercier Selma et le CIES, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Et j'aimerais remercier tous les participants et un bon bravo à l'équipe ICF, les membres du bureau d'ICF qui ont veillé à l'organisation et l'animation de tout cela. Merci à vous tous et au plaisir de vous revoir dans une prochaine émission. L'enregistrement, Rachida, va être prêt. Il sera rediffusé après. Voilà, l'enregistrement est assuré. Super. Merci, merci. C'est le mot de fin, c'est bien ça, Rachida, c'est ça? Le mot de la fin te revient. Non, je vérifiais, je voulais juste vous remercier, bien sûr. D'abord, vous dire que c'est un vrai plaisir de partager avec vous un certain nombre de choses, dont celle-là, bien sûr, parce que c'est l'ICF, une association qui est chère à mon cœur au vu de l'histoire, bien sûr, parce que je connais une bonne partie d'entre vous, et ceux que je ne connais pas, je suis ravi de voir leur nom s'afficher sur l'écran, parce que je trouve vraiment que nous faisons un métier qui va avoir un sens nouveau. Il avait du sens, bien sûr, et qui va avoir un sens nouveau encore avec ce qui se passe. Et plus nous le travaillons en communauté, plus cet impact et cet écho sera fort. Et pour ça, l'association fait un travail absolument magnifique. Bravo, Mustapha, pour la dynamique que tu insuffles avec le bureau. À toute cette dynamique vraiment super. Le fait que ce soit Charter, tu m'avais envoyé d'ailleurs le SMS pour m'en informer. On était ravis et fiers, vraiment, pour ça. Et je trouve que c'est un chapter qui est très vivant par rapport à plein d'autres chapters aussi, pas pour la comparaison, mais je benchmark aussi, très vivant. Il a, je trouve, un côté artisanal humain, c'est-à-dire qu'il reste dans le côté artisanal humain sans qu'il soit trop bureaucratique. Et c'est une des raisons qui fait qu'il garde, je trouve aussi son âme, garder le côté artisan professionnel plus que le côté institutionnel qui peut parfois faire perdre un peu l'âme. Et ça, c'est un équilibre pas toujours évident à trouver. En tout cas, magnifique boulot, bravo pour ça. Et puis à mes confrères et consoeurs coachs,
je leur souhaite un Ramadan Mubarak Saïd, même si on est à la fin du mois, et pour leur dire que quelque part, la synchronicité des choses, nous sommes en train de parler, nous sommes en plein mois de Ramadan, et quelque part, j'ai l'impression que la Terre aussi jeûne, quelque part, avec le confinement. Donc, je trouvais que la synchronicité était intéressante. Un mois de jeûne personnel et un mois de jeûne écologique. Je garderai ça, ça m'aidera à me souvenir de la période du confinement aussi. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Donc, merci à vous tous. Merci Slma, Mustafa. Et puis, à très vite pour d'autres aventures. À très vite. Merci beaucoup. On va applaudir Younes, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir vos micros. Ouais. Hein? Allez-y, ouvrez les micros. C'est sympa de vous voir. C'est sympa de vous voir. Vous pouvez allumer vos caméras aussi, comme ça je vous vois. Allez-y. J'avais l'impression que j'étais tout seul à un moment donné, ça me rassure. Plaisir de vous voir. Plaisir, à la prochaine. Merci Mustafa. Merci. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Bravo. Merci les fils d'être là. Merci Selma. Merci Sifaï. Merci Younes. Merci Younes. Merci Younes. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a vu Aïssatou? Merci à tous. Merci. Vous avez vu Aïssatou? Est-ce qu'elle est là? À bientôt, Younes. Bye bye. Elle était là au début. Ok, Aïssatou n'est pas rentrée. Ok. Maria. Prochaine. Merci Younes. Merci. Merci Younes. Merci, Younes. Merci, Younes. À bientôt. À bientôt. À bientôt.